Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ce mercredi 6 février de l'an 2019, nous recevons pour vous Monseigneur Philippe Faleko Podro. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Eh bien, avant donc de revenir au grand sujet du débat, permettez que nous puissions découvrir la une des journaux parus ce matin. Rebonjour. Bonjour. Eh bien, je le disais tantôt, nous recevons pour vous ce matin son Excellence Monseigneur Philippe Faleko Podro, archevêque et émérite de Lomé, président de la Conférence nationale souveraine, président du HCR. Monseigneur, comment vous vous portez? Grâce à Dieu, il me porte bien. Eh bien, Monseigneur, les dernières déclarations de l'Église catholique dans la crise socio-politique togolaise sont diversement appréciées, mais on peut relever un discours tranché, un discours qui semble pour certaines personnes faire sortir l'Église de son rôle. Qu'en dites-vous? Ah, vous savez, je vais faire la réflexion en me référant un peu à Napoléon. Napoléon Ier, empereur français, avait dit un jour ceci: les prêtres catholiques, tant qu'ils sont prêtres, ils sont gentils, sympathiques, serviables, comme des anges. Mais une fois que l'un d'eux devient évêque, il change complètement. Et on a l'impression qu'il a le diable dans le corps. C'est-à-dire, tel qu'il était, jeune prêtre, on ne le reconnaît plus. Il a le courage de dire maintenant ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, l'explication se trouve simplement dans le fait que, une fois qu'un prêtre devient évêque, il reçoit les 7 dons du Saint-Esprit dans la plénitude. Et alors, le Seigneur lui donne le courage d'observer tout dans la société, pas seulement dans l'Église. Et d'être comme le chien qui aboie dès qu'il aperçoit un danger, pour signaler qu'il faut faire attention, ne pas dormir, arrêter à temps, prévenir le danger. C'est pourquoi l'Église a parfois le rôle un peu d'un arbitre d'un match de football. Il doit siffler les fautes, les corners de quelque partie que ce soit. Une fois que il siffle une faute, cela ne signifie pas qu'il prend parti pour la partie du football qui a fauté, ou bien qu'il est contre. Il signale. Quelques minutes après, c'est l'autre partie qui se réjouissait, qui commet un corner ou bien une faute. Eh bien, l'arbitre siffle. Au fond, le rôle de l'arbitre, c'est d'être impartial, mais impartial ne signifie pas qu'il faut rester neutre. Il faut signaler le mal d'où qu'il vienne. Voilà un peu le rôle que joue l'Église. Et ce rôle est joué par l'Église spécialement en Afrique pendant ces périodes-ci où l'Afrique cherche à s'émanciper des griffes des puissances. Et surtout, lorsque le vent de la démocratie a commencé à souffler depuis l'Est, comme nous le savons, et l'écoulement du mur de Berlin, et alors, les Africains se sont ouverts les yeux et ils ont demandé au 5 sièges, au nom du principe de subsidiarité,
que leurs chrétiens, formés, l'élite chrétienne des Africains, formés par les missionnaires et qui dirigent la société, n'ont pas suffisamment été nourris de la doctrine sociale de l'Église. Ils ont été formés, la plupart, sur les 10 commandements du mont Sinaï. Et les 10 commandements du mont Sinaï, c'est un peu la morale individuelle, chacun devant son Dieu. Mais il leur a manqué la dimension importante de la formation sociale que le magistère de l'Église, l'Église qui est le Christ continué, ce magistère a lancé, enseigné, mais ce n'est pas encore entré chez nous dans notre système de formation. C'est pourquoi l'Église a permis que dans les pays qui font demande, l'un ou l'autre des évêques puissent remplir, en attendant que l'élite soit bien formée, que l'Église permette à l'un ou l'autre des évêques de jouer ce rôle pour aider la société africaine en ébullition, en recherche de sa démocratie, de sa libération, que l'évêque puisse aider à jouer ce rôle et tout simplement, non pas à rechercher le pouvoir, non, mais tout simplement à jouer le rôle. Et après, on remet à qui de droit, parmi les laïcs qui sont formés, la responsabilité de la direction du pays. Voilà ce que Monseigneur de Souza a été le premier à jouer ce rôle au Bénin. Et nous savons comment le président Kérékou, qui était féru du socialisme marxiste, a dû finalement céder la place avec humilité pour le bien du pays. Et que Soglo a repris sa place. Mais quand le peuple a vu que Soglo ne jouait pas le rôle, on a fait encore appel à Kérékou II. Kérékou, deuxième forme. Ce n'est plus le Kérékou marxiste, mais le Kérékou démocrate. C'est un exemple. Et le Togo, qui est un pays voisin, a dit, mais nous allons emboîter le pas au Bénin, à nos frères du Bénin. Eh bien, c'est en ce moment-là que le prélat qui vous adresse la parole a été choisi. Oui, bien sûr. Voilà, un peu pour que vous compreniez cela. Nous allons revenir Très bien. sur ces éléments, oui, et sur votre rôle à la conférence nationale souveraine. Très bien. Monseigneur, d'aucuns pensent que votre rôle d'arbitrage se penche parfois d'un côté. Ah, mon cher ami. En estimant que la plupart de vos déclarations jettent beaucoup plus l'anathème sur ceux qui dirigent le pouvoir plutôt que sur l'opposition. C'est un peu biaisé votre arbitrage. Non, écoutez, ça c'est une apparence. Mais une lecture en profondeur vous montre tout l'effort de l'Église pour chercher à rétablir la vérité. Je m'explique. Allez-y, Monseigneur. Je m'explique. Quand j'ai été nommé pour la conférence nationale, j'avais une pile de documents. Une pile de documents qu'il fallait parcourir avant d'aller dans la salle. Je m'étais fait aider par un présidium de personnes très compétentes, avisées, et qui épluchaient les documents, me faisaient le rapport, et nous allions et nous présentions justement pour l'ordre du jour les documents qui étaient apprêtés par nous tous. Écoutez bien ceci. Nous étions tous des herpétistes. Tous des herpétistes. J'étais herpétiste parce que le mouvement du rassemblement du peuple togolais
avait été accepté par tous. C'était un parti-État. Parti-État, mais qui disait qu'il fallait rassembler tous les fils et filles togolais dans un creuset national. L'appel du 30 août Tout 1960. simplement. Donc, c'était pour nous tous. Et nous y avons cru. Mais, ayant cru cela, il y a eu des avantages, bien sûr. Il y a eu des avantages Il y a eu des avantages. de cette période que le Togo a traversée. Des avantages d'un succès économique, social. Tout le monde croyait et on se mobilisait pour. Mais en même temps, il y avait des douleurs, des souffrances du peuple. Parce que le bonheur d'un peuple n'est pas dans les biens matériels seulement. Il y a les biens moraux, les biens spirituels, les biens de la liberté. Et cette liberté était confisquée au profit d'un parti, au profit d'une personne que l'on proclamait presque comme une divinité. Cela n'était pas du tout du goût de tout le monde. Et c'est pour ça que des jeunes à 90 se sont révoltés. Et alors, les partis politiques qui étaient là, qui se créaient en ce moment, ont saisi cette occasion des jeunes pour commencer maintenant à voir la réalité et sentir les manques profonds qui étaient cachés sous cette apparence de succès, cette apparence d'exaltation. C'est ainsi que les dossiers qui ont été préparés révélaient justement cette souffrance profonde, cette inégalité profonde du peuple togolais qui était caché sous les apparences de ce succès-là. Alors donc, j'appellerais cette découverte progressive des malaises profonds dont souffrait le peuple togolais, c'était comme une autopsie, une biopsie de ce qui n'allait pas dans ce système politique. Et c'est cela que, jour par jour, on a découvert, on a lu, et tous étaient d'accord. Ils avaient compris qu'il y avait vraiment une souffrance qu'il fallait absolument arrêter. Voilà. Alors, moi qui faisais la navette entre le peuple de la conférence nationale souveraine et le chef de l'État, je me rendais chez lui et je l'informais au fur et à mesure de ce qui se passait. À telle enseigne qu'un jour, il m'a promis, à ma demande, de passer dans la salle. Voilà. Je lui ai fait un peu la description de ce qui va se passer. Je lui ai dit ceci: Monsieur le Président, vous ferez très bien de venir participer à une séance de la conférence nationale. Quand vous allez arriver, nous avons des Togolais de toutes catégories. Togolais qui vivaient en France. La plupart étaient des jeunes, très instruits, très chauds. Togolais de ceux qui sont fidèles à la tradition locale. Les chefs traditionnels et le personnel cultivé qui étaient sur place. Quand vous arriverez, eh bien, pendant 15 minutes ou 20 minutes, laissez-les s'exprimer. Ils vont vous acclamer, d'autres vont vous huer, d'autres vont faire du potin, du chantage, mais en tant que chef d'État, restez calme. Après ce temps, 15 minutes ou 20 minutes, j'impose le silence et je vous donne la parole. Quand vous prendrez la parole, avec sagesse, dites tout simplement à votre peuple: eh bien, mes chers amis, je vous remercie de l'accueil chaud que vous venez de me faire. Vous savez, toute œuvre humaine a des aspects positifs et des aspects négatifs. Aujourd'hui, je me retrouve devant vous et je prends acte des
les aspects négatifs dont vous me reprochez. Je reconnais, je suis un homme, je ne suis pas parfait, mais j'ai la volonté de conduire ce pays en tenant compte désormais d'éviter ce que l'on me reproche et de faire en sorte que notre Togo continue avec ce dynamisme que l'on reconnaît aux Togolais et nous irons de l'avant avec une formule qui ne sera plus la dictature, mais moi-même, comme je l'avais souhaité, nous irons de l'avant avec le système démocratique qui est comme le vent qui souffle de tous côtés et qui est avec nous. Voilà ce que je lui ai dit. Il m'a dit, Monseigneur Podro, merci, je viendrai. Je ne vous dirai pas le jour, mais je viendrai. Voilà ce que j'ai eu dans mon contact personnel avec lui. Quand je suis sorti, les deux vice-présidents qui m'avaient accompagné, Kofigo et Keteouli, de vénérer mémoire, je ne leur ai pipé mot de ce que j'ai dit avec le président. Tout simplement par respect pour lui et par discrétion. Ce qui s'est passé, c'est que le chef de l'État, lui, ne peut pas faire comme moi. Il a dû en parler à ses conseillers immédiats de ce projet que je lui propose. Et c'est à ce niveau que l'un ou l'autre de ses conseillers a pu vendre la mèche. Voilà ce qui s'est passé. C'est l'un ou l'autre de ses conseillers qui a vendu la mèche. Et 2 ou 3 jours après, au cours d'une séance de l'après-midi, je vois une pancarte qui se lève. Un délégué qui demande à parler, je lui donne la parole. Il monte au micro et déclare ceci. Mes chers amis, on apprend que mardi prochain, le chef de l'État, Eyadema, viendra dans cette salle ici. Eh bien, chers amis, on ne va pas lui étaler le tapis rouge. Il faut l'arranger correctement pour ce qu'il nous a fait souffrir. Non, ça ne va pas être facile. Il a déclamé des menaces. J'étais contre d'arrêter et de finir la conférence nationale. Le samedi, c'est le président Songo qui me téléphone depuis le Bénin. Pour me dire, Monseigneur Podro, j'ai entendu votre président me dire sa volonté que vous arrêtiez la conférence. Je lui ai répondu, quand nous sommes en démocratie, j'arrêterai la conférence, mais après avoir informé tout le monde pour que nous sachions les modalités de l'arrêt de la conférence. Le lundi, le présidium s'est réuni à 8 heures. J'étais en train d'informer le présidium de la volonté du chef de l'État. Après le présidium, j'étais au niveau des partis politiques lorsque le téléphone sonne. En ce moment-là, nous n'avions pas les portables. Il fallait aller dans la salle où se trouvait le téléphone pour parler au chef de l'État. J'y arrive et c'est le chef de l'État qui me demande, par l'intermédiaire de Monseigneur Toussaint, mon grand frère, si j'avais oublié la promesse que je lui ai faite d'arrêter la conférence. J'ai dit à Monseigneur de lui dire que j'étais en train d'informer les instances pour que, après avoir fini d'abord avec le présidium, ensuite avec les chefs de partis politiques
nous irions dans la salle pour comment informer tous les délégués et prendre les modalités. Donc, je suis en train de préparer, justement, comme cela se doit en démocratie, toute l'Assemblée pour qu'ensemble, nous prenions les décisions. Je vous dis que dans la conférence nationale, comme plus tard, dans le conseil, du Haut Conseil de la République, on vivait une atmosphère vraiment de démocratie. C'est-à-dire, on discutait librement. Donc, ce n'était pas du tout la dictature. C'était vraiment la liberté. Et c'est cette méthode que j'ai employée. Au moment où j'ai reçu le téléphone, je me suis dit, ah, le chef s'impatiente. Il faut que j'aille en même temps dans la salle pour informer tout le public et qu'on prenne les dispositions. Tous les membres du présidium et les chefs de partis politiques m'accompagnent dans le grand hall, la grande salle, Fazao. Quand nous sommes arrivés et que l'heure était déjà tardive, on a été acclamés, juillet comme il faut, c'est toujours la même chose. Ils sont en retard, comme il faut dire, doucement. Alors, je leur expliquais la volonté du chef de l'État que nous puissions terminer aujourd'hui, arrêter aujourd'hui la conférence nationale. Au moment où j'étais en train d'expliquer, paf, on coupe la lumière. C'est le chef de l'État qui, parti à la télé, annonçait le décret d'arrêt de la conférence nationale. Dans la salle, quelqu'un avait un transistor. Et c'est avec ce transistor que nous avons suivi le discours d'arrêt que prononçait le président de la République. Une fois qu'il a fini son discours, tous les délégués se sont levés comme un seul homme pour chanter Fofo Simusele, comme vous savez à peu près. C'est comme le péant des Togolais. 3 fois. Et après cela, silence. Alors je leur pose la question. Vous avez écouté le président de la République arrêter la conférence nationale. Eh bien, nous n'allons pas arrêter pour que ce soit peine perdue pour toute la population togolaise. Si vous voulez bien, nous allons travailler, continuer à travailler jusqu'au tard dans la nuit pour élire le Premier ministre. C'est le but de cette conférence nationale, à élire le Premier ministre qui va collaborer avec le chef de l'État. Et vous l'avez réussi. Nous avons travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Vers 16 heures ou 17 heures, on m'envoie un coup de fil comme quoi l'ambassadeur de France me demande de venir le voir à la maison chez lui. Je lui réponds que je ne quitterai pas la salle. S'il a quelque chose à me dire, qu'il vienne me le dire. Ici, je ne bouge pas. Une demi-heure après, on me dit que c'est plutôt l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne, et qui désire me parler dans une des salles de l'hôtel. Je dis, ah, d'accord. Alors j'ai pris 2 témoins avec moi. On s'est excusé devant tout le peuple et nous sommes allés dans cette rencontre. Rencontre à laquelle la question qu'il me pose, c'est que, Monseigneur, vous prenez un grand risque de continuer à travailler lorsque le chef de l'État a décidé l'arrêt de cette conférence nationale souveraine. Et dit, ah bon, mais notre volonté est d'élire le Premier ministre
avant de nous séparer et que le Premier ministre étant élu, je lui présenterai cela comme le fruit de notre conférence nationale. Et je leur dis, moi je ne sais pas ce que vous dites au chef de l'État, mais quant à moi personnellement, chargé d'une grande mission délicate auprès du chef de l'État comme du peuple togolais, chaque fois que j'ai été voir le chef de l'État, je lui ai fait vraiment le compte rendu fidèle de ce que nous vivons. Je ne sais pas ce que vous lui dites. De toutes les façons, il a arrêté, mais nous sommes décidés à élire aujourd'hui le Premier ministre. Veuillez le lui dire. Alors, on a levé la séance et je les ai conduits à l'ascenseur avec les deux témoins. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes descendus dans le hall était rempli de jeunes. Quand ces jeunes ont vu l'évêque avec sa calotte, mais c'est une acclamation. Allons, vive Monseigneur, vive Monseigneur. Et... mais les Européens, je les voyais changer de couleur. J'ai dit, tiens, pourquoi cela? C'est parce que lorsque le chef de l'État a fait son décret et que les jeunes ont entendu cela, il y avait plus de 2 à 3 000 jeunes qui sont venus entourer l'hôtel de l'extérieur et certains étaient à l'intérieur. C'est ces jeunes qui ont entouré l'hôtel qui ont effrayé l'ambassadeur de France. Lui pensait que c'est des agresseurs pour venir nous faire du mal. Or, quand on est descendu et que les jeunes ont commencé plutôt à nous acclamer, à acclamer l'évêque et ces deux témoins, ils n'en revenaient pas. Alors j'ai dit, mes enfants, silence s'il vous plaît. Faites-moi de la place pour que je conduise les ambassadeurs à leur voiture. Monsieur Bémier Bonou, Minemo, ils ont dit ça en évi. Et alors, monsieur l'ambassadeur de France, votre voiture est là. Ambassadeur des États-Unis, ambassadeur d'Allemagne, Union européenne. Je reviens dans la salle, je dis, mes amis, soyez sages. Merci de nous avoir entourés. On ne vous décevra pas. Soyez sages. Je remonte dans la salle. Je n'ai pas dit un mot de ce que j'ai vécu. Parce que ça aurait provoqué de nouveau tout un autre sentiment que de nous serait dominé. Les délégués étaient en train de prendre des noms des candidats qui se proposaient pour l'élection à la première, poste de Premier ministre. Et nous y avons travaillé objectivement, sereinement, jusqu'à 3 heures du matin. Ce qui est admirable, c'est qu'au premier tour des élections, il y avait 2 candidats qui émergeaient. Kofigo en premier lieu et Ninevi en seconde position. Fallait-il recommencer de nouveau les scrutins avec les papiers et tout? Ninevi lève le doigt et dit, écoutez mes chers amis, nous sommes en pleine démocratie. Pour ne pas perdre du temps, parce que la séance, l'occasion que nous vivons est grave, démocratiquement, je donne toutes mes voix à Maître Kofigo. Applaudissements de tous. Voilà comment nous avons travaillé. Ces délégués qui étaient là et qui avaient vécu toutes les informations que nous avons eues
et qui savait toute la douleur qui se cachait là, sous l'apparence du triomphe d'une politique à parti unique, ils sont convaincus que c'est avec la démocratie, maintenant, qu'il faut aller de l'avant. Une mission réussie. Mission réussie. Et le Premier ministre a été applaudi, et séance tenante, on a apporté la Bible pour qu'il prête serment de fidélité, qu'il serait fidèle à remplir cette mission que le peuple lui confiait. Après quoi, nous nous sommes séparés. Il était 3h30 du matin. Je prends le téléphone et j'avertis le chef de l'État. Monsieur le Président, oui, monseigneur, nous venons de finir et d'arrêter, de conclure la conférence nationale comme vous l'avez voulu, mais avec ce résultat positif que nous avons élu un Premier ministre à la personne de Maître Korkou Kofigo. Je profite de cette occasion pour vous demander une audience ce matin à 9h pour que je vienne vous le présenter. Il me répond, Monseigneur, je vous attends. C'est ainsi qu'à 9h, je suis allé lui présenter le Premier ministre élu démocratiquement par la conférence nationale souveraine. Il nous a reçus avec champagne et du tchékenga. Voilà. Bon, c'est ainsi. La volonté du peuple était que il y avait beaucoup de souffrance dans ce triomphe extérieur de la politique du parti RPT. Ils ont eu la franchise de se déboutonner. C'est pourquoi je dis que cette conférence nationale a été comme la biopsie qui a montré le côté négatif de ce que nous appelons parti unique réussi, acclamé et tout. Voilà. Monseigneur, on sait que cette conférence, pour vous, c'est une mission réussie, mais le fruit de cette conférence n'a pas abouti à une refondation démocratique devant conduire à l'alternance au Togo. Aujourd'hui, d'aucuns estiment que dès l'entame de la conférence nationale, vous avez péché en disant, en citant Mirabeau. Ça a donné une certaine énergie de révolution qui a porté le germe les germes néfastes de cette conférence. Oh, je pourrais vous citer, vous le rappelez d'ailleurs, il y a quelques formidable. Vous citiez à l'époque Mirabeau. Je suis tellement content que vous m'ayez posé cette question. Mais moi, j'ai cité Mirabeau que j'ai étudié dans un manuel scolaire de l'histoire de France que nous avons eu entre les mains au séminaire. Et on nous disait justement qu'à la Révolution française, un candidat, un député, appelé Mirabeau, avait fait cette citation. Nous sommes réunis ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force de la baïonnette. Venant d'un prélat, comment le comprendre, monseigneur? Mon cher ami, c'est tout simplement une érudition, une affaire d'érudition, et j'appellerais cela, n'est-ce pas, artifice d'art oratoire. Tout simplement, j'ai cité Mirabeau pour démolir après les conséquences de son discours. Les gens n'ont plus compris. Ils ont applaudi cette citation, applaudi alors. Alors j'ai dit, écoutez, à la suite de cette citation de Mirabeau, regardez les conséquences néfastes de la Révolution française. Les guillotines, les assassinats, tout ce que le peuple français a bavé. Eh bien, nous qui nous réunissons aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes réunis sous la volonté conjointe du chef de l'État et de tout le peuple
et de l'Église pour que les frères togolais qui cheminent ensemble dans leur pays, s'ils ont des choses à se pardonner, qu'ils se demandent pardon, qu'ils sachent ce qui ne va pas et qu'ils se demandent pardon. Deuxièmement, à l'heure où je fais cette citation et que nous sommes ici réunis, il y a des groupes de prière partout qui se sont organisés pour prier Dieu de donner la paix, la lumière, la volonté et la vérité à ces délégués qui sont réunis autour d'un évêque pendant le temps de la conférence nationale souveraine pour pouvoir se connaître mieux, se pardonner et tout. Voilà notre objectif, que ce n'est pas du tout l'affaire de la Révolution française. J'ai nié cela, j'ai encore le discours. Et quand le cardinal Echegaray a été envoyé par le pape pour venir voir un peu comment évolue la situation pendant le temps du Haut Conseil de la République, quand il a lu mon discours, il dit, mais, Monseigneur, félicitations, mais est-ce que tes frères togolais ont compris? Voilà la grande question, Monseigneur. Ces frères togolais n'ont pas compris que c'est une comparaison négative que vous donniez et que vous exaltiez le peuple togolais qui, contrairement au peuple français, ne veut pas les assassinats, ne veut pas les délations, ne veut pas la guillotine. Mais le peuple togolais voulait tout simplement se connaître, se pardonner. Et que, j'ai ajouté, que l'histoire du colonialisme a divisé le Togo en deux, que c'est une plaie qu'il nous faut cicatriser et que nous devrions faire en sorte que le Togoland et le Togo français retrouvent leur unité. Donc nous avons tout un programme contraire au programme de la France. Voilà. Par conséquent, les applaudissements superficiels n'ont pas permis aux Togolais de comprendre le sens profond positif de votre discours. De mon discours. Et surtout de votre citation. Cette citation, ne prenez pas cette citation comme un dogme de foi. C'est tout simplement l'érudition. Une affaire, un fruit d'érudition d'un prélat qui s'est souvenu de ce que la France a fait de négatif et qui demande à ses collègues, à ses compatriotes, de dépasser les erreurs de la France. Voilà. Monseigneur, de 2010... Alors, à partir de cette conférence nationale, jusqu'à un certain temps, il y a eu beaucoup d'eau passée sous le pont. Il y a eu beaucoup d'eau passée sous le pont. Pourquoi je dis ça? Mais il y a eu le Haut Conseil de la République. Et c'est avant moi qui ai dirigé le Haut Conseil de la République. Bien sûr. Je l'ai dirigé et nous avons pu obtenir le fruit de la conférence nationale. Le fruit de la conférence nationale n'est pas seulement d'élire le Premier ministre, mais de doter le pays d'une constitution. Or, ça a été un travail laborieux, un travail pas d'érudition, mais enfin de compétences de nos juristes togolais, nos compatriotes togolais. On a des juristes de valeur et qui se sont penchés sur le pays, les expériences que nous avons vécues et ont conçu justement cette constitution que j'ai été présentée au chef de l'État, qui l'a approuvée. Il était tellement content. Monseigneur Pandou, félicitations pour cette constitution. Mais, comme vous m'avez éduqué, que ce n'est pas moi seul qui doit l'approuver, je vais mettre cette constitution au référendum. Et il a envoyé cette constitution au référendum. Le peuple togolais l'a approuvé à 98%.
voie positive. Le président m'a dit, moi, ça vous avez vu, c'est un beau travail. Félicitations, vous avez réussi cela. Voilà ce que j'ai eu de la part du président Eyadema. Mais maintenant, la mise en application. Voilà la grande question. Aujourd'hui, on continue de parler de cette constitution. Sûr. D'aucuns réclament qu'on retourne à la constitution originelle. D'autres pensent qu'il faut aller à une nouvelle république. D'autres pensent qu'il faut juste réformer cette constitution, remettre certains articles à leur place. Monseigneur, quelle est votre position aujourd'hui sur cette question? Et ma position, tout simplement, est celle-ci. On a fait malheureusement ce fameux toilettage. Voilà. C'est le fameux toilettage qui nous a fait reculer et qui nous remet au point mort que nous sommes en train de rafistoler sans succès. C'est tout. Si on l'avait appliqué, si le président Eyadema, qui l'a approuvé par référendum, ce qui est démocratique, avait accepté son application, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je ne discute pas, je dis, c'est là l'erreur, la grande erreur est ça. Et je reviens alors sur des points qu'on peut contester, qu'on peut réformer, si vous voulez, mais sur l'essentiel qui a été l'alternance. 5 ans. Vous parlez de l'article 59. 5 ans. Pas plus. 2 fois. Un mandat, premier mandat, si c'est bien fait, on le reprend encore pour un second mandat. N'importe quel président. Et si après deuxième mandat, qu'il est bien fait ou mal fait, stop, on passe à un autre. Voilà le point fort. Les autres points, ils peuvent critiquer, faire des histoires. Mais sur ce point fort, je dis qu'il ne faut pas céder. Tout simplement. Nos juristes togolais qui connaissent la psychologie du peuple togolais, la versatilité de la psychologie du peuple togolais, la duplicité de la psychologie du peuple togolais, au point de vue psychologique, sociologique, politique, ont maintenu cela. Et il faut le maintenir, malgré tout. Je ne demande pas toute la Constitution de laisser telle qu'elle, mais sur cet article 59, je dis qu'on n'y touche pas. Et nous serons guéris. Cet article, cette disposition ne fait d'ailleurs plus partie de la Constitution actuelle. Vous demandez qu'on la remette. Je demande qu'on la remette dans son originalité. C'est le salut du peuple togolais. Je demande qu'on la remette dans son intégralité, dans ce texte-là, y compris la fameuse phrase que les gens contestent. En aucun cas, Nul ne peut faire plus. nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est très sage. De toutes les constitutions des pays africains, la nôtre, avec cette interdiction, est la plus sage. Cette disposition peut se dire dans d'autres termes. Non, que ce soit maintenu dans ce terme originel. Tout simplement. Parce que si on ne le fait pas, nous allons encore nous discutailler, faire des histoires. La différence entre nous, de formation française, de culture française, avec nos collègues de la formation anglaise, c'est ceci. Quand nous sommes dans des conférences internationales et que l'on nous donne des questions à discuter et pour faire après la synthèse, après 1 heure de temps, les anglophones déjà se donnent le jeu. Les Français, nous, les francophones, nous sommes en train de discuter sur le premier point pour savoir le sens de tel mot. Et on n'avance pas.
Je crois que sur ce point, nous devons nous différencier de nos formateurs français. Prenons une formule, on reste là-dessus. Et nous, les Togolais, nous avons le droit de le faire. Parce que nous avons eu d'abord comme premier maître les Allemands. Les Allemands, ce n'est pas des gens qui discutaillent. Des gens qui discutaillent. Quand ils prennent une décision, ils restent là-dessus et ils l'appliquent. Ayons au moins de nos premiers maîtres cette qualité-là. Monseigneur, vous êtes une personnalité morale et d'aucuns pensent que vous avez de très bonnes relations avec toutes les grandes personnalités politiques du pays. Oui. Avec Faure Gnassingbé, quelle est cette relation qui vous lie? Mais j'ai des formations, j'ai tout à fait accepté qu'il soit notre président. Sans tenir compte des origines et de tout ce qui a été manigancé, puisque lorsque le président Yadema est mort, il y a 14 ans. Il y a maintenant combien? 14 ans. 14 ans. Ce jour-là, c'était le samedi. J'étais en réunion avec des évêques à Abidjan. Et j'ai appris, les évêques, le soir, me présentaient les condoléances. Ah, condoléances, pourquoi? Et monseigneur, vous n'êtes pas au courant? J'ai dit non. Votre président vient de mourir. Oh. Alors, aussitôt, j'étais avec feu monseigneur Paul de sa vie, évêque d'Anéron à Abidjan. Donc, aussitôt, j'ai décidé avec monseigneur de changer notre billet d'avion. On devait rentrer au pays le lundi pour que le dimanche, déjà, nous soyons ici. Nous avons pris l'avion à Abidjan. On nous dit que les avions ne peuvent pas atterrir à Lomé, que les frontières étaient fermées. Okay. Alors, nous atterrissons à Cotonou. Venu à Cotonou, j'ai demandé aux nonces de nous laisser la voiture diplomatique nous conduire à Anéron, chez monseigneur l'évêque d'Anéron. On arrive à Yelakonji, à la frontière. Hop. Allez, vous ne pouvez pas entrer, monseigneur. Nous venons d'une réunion d'Abidjan. On a appris la mort du président. Et nous voilà, on veut rentrer. Non. Il dit, mais au nom de quoi? Il dit, ah, monseigneur, quand on dit qu'une frontière est fermée, la frontière est fermée. Bon, écoutez, mes enfants, je ne veux pas vous gâter votre mission, vous obéissez. Je retourne. À Cotonou. Pas à Cotonou, je retourne voir mon ami, monseigneur Vincent Vincent, qui était à Goué. Il avait construit une maison, il était émérite, construit une maison à Goué. Je suis parti chez lui, avec monseigneur et de sa vie. Alors, je téléphone à une autorité de Lomé pour dire voilà, nous sommes bloqués à la frontière parce que on voudrait venir rester au pays au moment où notre chef n'est plus. Une heure ou bien une demi-heure après, je reçois un coup de fil, il dit monseigneur, venez. Il a dit mais à la frontière, non, venez. On prend de nouveau la voiture diplomatique. Nous arrivons à Yelakonji. Ceux qui nous avaient refusé, ah, monseigneur, on vous attend, mais où est-ce que vous étiez? Voilà le Togolais. Voilà le Togolais. Où étiez-vous? On vous cherche, monseigneur, venez. Par la suite, J'ai dit à nos amis, tu as compris le langage des Togolais. Elle dit merci. On a fait la formalité, tamponné, et puis, comme moi j'avais ma voiture à Lomé, et que monseigneur était chez lui à Anéron, je suis entré dans la voiture de monseigneur à Anéron, et ils sont partis à l'archevêché, et après son chauffeur m'a conduit
au siège de l'ONU. Pendant ce temps, j'ai appris qu'on était en train de faire toutes les formalités, tous les jonglages pour pouvoir mettre fort sur le siège de son père. Voilà ce qui s'est passé. Mais après, vous avez eu de très bonnes relations avec lui. Très bonnes relations. J'ai toujours de très bonnes relations avec lui. Je n'ai jamais eu de mauvaises relations. Est-ce que vous discutez de ces sujets d'ordre politique avec le président togolais Faure Gnassingbé? Bien sûr. J'y vais avec les évêques parce que je ne suis plus, moi, en fonction, en exercice épiscopal. Je suis émérite. Et nous avons une conférence épiscopale. La conférence épiscopale a son président, son vice-président et les autres membres. Nous sommes 7 évêques qui sont encore bien vivants et en fonction avec les 7 diocèses. Et actuellement, nous sommes 3 évêques émérites. Je suis l'émérite number 1, Monseigneur Joliba, émérite number 2, et Monseigneur Agnelonda de Dapaon, a lui aussi évêque émérite numéro 3. Voilà. Alors moi je blague avec mes chers amis. Et vous savez, quand j'étais avec Monseigneur Dessay et Bakbessi, Monseigneur Dessay, c'est un travailleur infatigable. Quand on va chez lui, eh bien, on parle, et puis après, il travaille jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, Monseigneur Bakbessi, qui se couche très tôt, lui, il se lève à 3 heures du matin. Monseigneur Dessay va au lit à 3 heures du matin. Moi, j'étais mal situé entre les deux costauds. Je me suis dit, il faut mieux que j'aille chez un ami. C'est ainsi qu'Amoudou Jacques acceptait de me loger ici à Lomé. Eh bien, Monseigneur Dessay, c'était un connaisseur de bon vin. Quand le pape est arrivé ici, il lui a servi le vin Kebouche Ramina, un bon vin alsacien. Le pape a bu 2 bons vins. J'étais à table avec lui, donc le vin est excellent. Et Monseigneur sait ce qu'il sert. Il nous reçoit avec amitié, paternité et cordialité. Tandis que Monseigneur et mon grand frère, lui ne boit que de l'eau. Alors, moi, j'essayais de boire un peu de vin et je disais à Monseigneur Bakbessi, tu es en train de te préparer un mauvais avenir. Comme tu ne bois pas de vin, dès que la mort viendra certainement fou comme ça, il te tue. Ah, on rit, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé. Monseigneur Bakbessi est mort en une journée. Il était parti à Kara. Il a fait la confirmation dans la journée, le matin, mais de confirmation. Et puis, après la messe, il a senti un peu de fièvre. Et il voulait se reposer, mais comme la fièvre augmentait, il a voulu qu'on l'amène à l'hôpital. Chemin faisant, il meurt avant d'aller à l'hôpital. Sans avoir bu. Alors, je dis à mes petits frères émérites, vous avez vu que Monseigneur est mort, hein? Notre grand frère, Bakbessi, il ne boit pas de vin. La mort a soufflé seulement un peu, puis il est tombé. Quant à moi, priez pour que je boive un peu de vin, et quand la mort viendra souffler, je tiens encore le coup. Voilà. Vous en buvez parfois. C'est pour vous dire que je suis très bien avec mes confrères de la conférence épiscopale. Et très souvent, vous Et rencontrez chaque Gnassingbé. jour, mais bien sûr, nous allons ensemble voir le président Faure. Et il nous recevait de façon, je dirais, il a changé de méthode. La première méthode qu'il avait est différente de celle de son père. Il recevait les évêques à part. Et on lui faisait un discours. Et on lui disait ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Lui-même nous a dit, mes chers évêques, je suis chrétien. Si vous voyez que je fais quelque chose qui n'est pas bon, veuillez me le dire. C'est lui-même qui me l'a dit. Et nous l'avons pris à la lettre pour présenter les vœux
au début de l'année, eh bien, il nous recevait toujours à part. On faisait le discours en lui relevant les points positifs pour le féliciter et en mettant aussi des nuances délicatement pour le chef de l'État qu'il est. Donc, c'est ainsi que nous faisions. Mais depuis l'année dernière, où le bruit a couru d'abord que c'était les 50 ans où le vieux, son papa, avait fait un pacte avec le diable pour soumettre le Togo aux esprits mauvais afin qu'il le protège et qu'il reste au pouvoir. Il est resté le plus longtemps au pouvoir, s'appuyant sur ces promesses et ces histoires-là. Et que le 13 de l'année dernière finissait ce pacte et qu'on recommandait à son fils de renouveler le pacte. Eh bien, cette année dernière-là, le chef de l'État a tardé. On ne savait pas quand il allait nous recevoir. Et quand on nous a informé qu'il allait recevoir les vœux, la méthode est complètement différente. Au lieu de recevoir les évêques comme il le faisait traditionnellement, on nous a embarqués comme n'importe quel citoyen. C'est la poignée de main. C'est la main. Bonne année, monsieur le président. On n'avait plus rien à dire. Il a dit ça ne va pas. Il y a quelque chose qui a changé. Et c'est en vertu de cela que moi j'ai cru qu'il a dû faire ces sacrifices ou ces pactes renouvelés pour que lui aussi dure au pouvoir. C'est ce qui vous a fait changer de discours, puisque vos discours restent désormais très tranchés. En tout cas, je ne dis pas que mes discours restent tranchés, restent tranquilles. Et alors je me suis informé pour savoir si cette allégation était fondée. Des informations de personnes très sérieuses me sont parvenues que non seulement Eyadema l'avait fait, mais que même Olympio avait fait cela. Que Gruniski avait aussi eu recours à ces histoires nocturnes et rocambolesques pour le Togo. Et que, au niveau du papa Eyadema, oh, c'est le comble. Je ne peux pas vous donner ici tout ce qui vient. Par conséquent, il a dit, il faut que nous arrivions à exorciser le Togo. Voilà, l'exorcisme du Togo. C'est là où je vais vous parler de cet exorcisme. Parce que le cardinal du Mexique l'a fait pour libérer un peu son pays des démons de la drogue et de la corruption. Chez nous ici, il n'y a pas seulement la drogue, il n'y a pas seulement la corruption, mais il y a proprement la remise du Togo entre les mains de Satan sous diverses formes. Eh bien, c'est sur cela que certains de nos chefs, surtout le dernier, le papa Eyadema, s'appuyaient. C'est pourquoi j'ai exorcisé le Togo de toutes ces histoires-là. Vous avez prié pour le Togo? Ce n'est pas seulement prier. J'ai demandé aux évêques que nous fassions l'exorcisme. Parce que le prêtre, l'évêque, a le pouvoir du Christ de chasser les esprits mauvais. Notre fondateur de la religion catholique a donné ce pouvoir à ses apôtres. Les apôtres l'ont légué aux successeurs d'apôtres que sont les évêques. Alors les évêques, pour ne pas avoir le pouvoir de, comme on peut avoir à rencontrer comme ça les démons,
donne ce pouvoir aux prêtres. Dans chaque diocèse, il y a un prêtre exorciste. Alors, c'est ces exorcistes-là qui font ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Le sacrement agit ex opere operato, c'est-à-dire le sacrement agit une fois que vous avez posé l'acte, que vous soyez un saint ou bien un mauvais prêtre, le Christ obéit et le sacrement est puissant, efficace. Tandis que le sacramental exige du prêtre des sentiments de sainteté et qui appuie justement la force de sa prière, de sa supplication. J'ai pris des exorcistes avec moi et pendant la nuit, nous avons fait cette libération du Togo. Seulement, l'exorcisme étant un sacramental et non un sacrement, mérite qu'on le répète. Voilà le problème. Donc il faut répéter. On doit répéter. Nous, évêques, nous le ferons. Parce que le Togo est assis, du moins, est mis sur la protection de certains mauvais esprits. Il faut complètement le bouter dehors pour que le Togo se libère. Donc, j'ai fait cela une fois. L'ayant fait, je l'ai déclaré pour que celui qui est concerné sache qu'il ne peut plus s'appuyer maintenant sur le pouvoir du diable pour continuer le pays. Donc c'est un message que vous envoyez à Fonia Singbe. Pardon? C'est un message que vous envoyez à Fonia Singbe. Je l'ai fait, je l'ai écrit publiquement et je l'ai envoyé. Je ferai encore cette chose. On le fera encore. Les évêques le feront avec moi. Nous ne dirons plus la date. Nous le ferons plusieurs fois. Les prêtres le feront plusieurs fois pour que le Togo se libère. Justement, nous voulons l'alternance. Ce n'est pas quelqu'un qui restera au pouvoir. Et jusqu'à vitam aeternam, quand même, la démocratie, la vraie démocratie, demande l'alternance. Pour tous les pays, qu'ils soient puissants ou autres, c'est l'alternance qui fait la démocratie. Comme on s'appuie sur les pouvoirs diaboliques pour maintenir le pouvoir, nous allons casser ces diables-là. Monseigneur, au lendemain de votre première déclaration en février 2018, on a appris que vous avez eu des rencontres avec Jésus Olympio, qui est le fils du défunt président Sylvanus Olympio. Quelle relation vous développez? Quand est-ce que j'ai... C'est à la suite de cet exorcisme que Jésus Olympio est venu me voir. Tout simplement. Il est venu me voir. Peut-être que cette nouvelle l'a surpris. Il l'a surpris. Peut-être qu'il ignorait que son papa était de ceux qui ont commencé ces pratiques que je ne sais comment définir. Tout simplement, je lui ai remis la copie. Il est venu me voir avec le fils de Pa de Souza, un des fils de Pa de Souza. Et dans ma résidence, ce n'était pas que moi, je sois venu le chercher ou autre. Il est venu me voir. Et je lui ai remis le document. Il m'a remercié. Il n'y a pas eu d'autres relations. Voilà. Et je veux le bien du pays. Et quand je sais qu'il y a un mal qui menace notre pays, je m'attache à ce mal-là pour pouvoir l'éliminer. Voilà, ça c'est ma position. Bon, et je vous déclare aujourd'hui que les évêques sont d'accord avec moi. Peut-être comme moi je suis le plus vieux, le plus âgé, je le déclare publiquement, tout simplement. Mais tous les évêques sont d'accord avec moi sur ce que nous sommes en train de faire pour la libération du pays. La lettre que nous avons écrite ensemble au président de la République pour lui dire de ne pas faire ces élections, de faire d'abord, comme la CEDEAO nous a demandé, les réformes institutionnelles. Tous les évêques ont signé la lettre, on lui a porté au chef de l'État. Mais s'il n'a pas suivi, la conséquence c'est que, regardez, ces élections que nous avons faites là, avec les résultats piètres que nous avons obtenus, et on nous dit qu'il y a 60%
des Togolais 59% des Togolais. qui ont participé à cette affaire-là. Est-ce que c'est possible? Alors que tous les partis les plus nombreux, 14 partis, C14, pas seulement les C14, d'autres partis qui se sont joints, c'est la majorité. Il n'y a eu que le parti au pouvoir avec quelques prétendus indépendants. Et quels indépendants sont-ils? C'est des indépendants affiliés mais ces propos, monseigneur, oui. Ne sont-ils pas de nature à entamer votre impartialité dans la gestion de la crise togolaise? Mais quoi, mon cher ami? Qu'est-ce que tu entends par partialité? Prends l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu pour sauver tous les hommes, est-ce qu'il a été compris? Les pharisiens, les puissants, les scribes, qui lui en voulaient partout. Mais lui, il a essayé de les prendre. Il l'invitait, il s'en allait au repas et on le critiquait. Mais il a pris la défense des opprimés, des pauvres, des malheureux. Voilà, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Alors, le pape François, qui est actuellement au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Il a dit c'est l'église des pauvres, des malheureux, des opprimés qu'il défend. Et dans notre propre pays, le président lui-même a déclaré que le Togo a beaucoup d'argent, mais que c'est dans la main d'une minorité. Cette minorité qui profite et qui ne sera pas du tout contente qu'un évêque leur tienne la tête. Oh, quand même. Je dis, nous sommes par nature neutres pour tout le monde. Mais s'il y a injustice, nous combattons l'injustice. Nous aimons la personne, mais nous combattons le péché qu'il commet. Tout simplement. Et parfois, vous combattez ces choses aux côtés de certains politiques. Quand on voit par exemple en RDC des évêques catholiques mener des marches, des manifestations politiques avec des hommes politiques, quand ici au Togo, on retrouve des prêtres catholiques à des réunions de partis politiques. Comment vous comprenez tout ça? Les prêtres ne se réunissent pas avec des partis politiques. Non, non. Ils ont créé, si je prends le cas du père... comment il s'appelle, Afognon. Afognon n'a pas pris parti pas créé un parti politique. C'est une association d'élite et qui juge et qui pense et qui essaye d'apporter un éclairage juste et chrétien, c'est tout. Mais si devant le feu, la lumière de l'église catholique et de l'évangile, quelqu'un se sent mal à l'aise, c'est son affaire. C'est pas du tout ça. Comment? Alors, je répète, même le Christ Jésus, notre fondateur, il a aimé les pécheurs, mais il a détesté le mal. Jean-Baptiste, qui l'a précédé, son précurseur, il a aimé Hérode et lui donne la parole libératrice. Mais quand Hérode a pris la femme de son fils, de son frère Philippe, il est allé lui dire, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et alors, la jalousie féminine ne lui a pas pardonné ça. Hérodiade, qui était justement cette femme adultère du frère d'Hérode, c'est Hérodiade qui a préparé sa fille pour qu'elle aille danser. Et elle a si bien dansé que Hérode, stupidement, a promis de lui donner tout ce qu'elle demanderait, même si c'est la moitié de son royaume. Et la jeune fille est allée voir maman. Hein? Maman, voilà ce que Hérode a dit. Qu'est-ce qu'il va demander? Et la maman dit, ah, finalement, je suis devant, sur le moment, la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Voilà. Vous voyez, l'amour de la vérité, ça c'est Jean-Baptiste. Et cette mission, c'est la mission de l'Église. Merci à vous.
beaucoup, monseigneur. Voilà. Ma dernière, J'aime c'est pas une question. Le président Ford Gnassingbé. À plusieurs titres, c'est mon fils. Je l'appelle très cher fils. À plusieurs titres. À plusieurs titres. Oui. Premier titre, il est chrétien. Il est chrétien, donc il a affaire avec son archevêque. C'est un fils bien-aimé de l'archevêque. Qu'il fasse honneur à son titre de chrétien. Et je suis avec lui d'accord 100%. À d'autres titres, je suis pratiquement mon petit-fils. Il est mon petit-fils. Je suis avec son papa. Et Yadema, qui m'aimait beaucoup. Yadema m'aimait parce qu'il s'est aperçu qu'il a été injustement trompé sur ma personne lors de mon sacre. Et il l'a réparé plusieurs fois. Je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a fait. Il l'a réparé plusieurs fois. Il a une affaire comique. Là, il faut que je vous le dise pour que vous sachiez. Allez-y rapidement. J'ai été le saluer à un 1er janvier pour le remercier d'avoir récupéré la maison que Monseigneur Atakpa avait achetée à Lomé à travers un pasteur protestant qui s'appelait Dialore. Alors Dialore, par ruse, a donné un médicament à Monseigneur Atakpa et à Doucet. Monseigneur Atakpa, c'est un authentique fils du pays. Il aime tout ce qui vient de la médecine africaine. Et il a pris cela. Or, c'est un médicament destiné à lui affaiblir le cerveau. Vous imaginez? Et, fort de ça, Dialore a écrit une lettre dans laquelle au bord de laquelle il a signé une lettre. Sa signature, en disant que Monseigneur Atakpa lui a donné en cadeau la maison Christina qu'il a achetée à Lomé pour le clergé. Et il a pris cette maison-là. Alors, moi qui ai succédé à Monseigneur Atakpa, j'ai dit c'est pas possible. Je suis allé chez Eyadema. Et voilà ce que Pasteur Dialore a fait à Monseigneur Atakpa. Il dit quoi? Appelez-moi Dialore. Il appelle Dialore devant moi et devant Monseigneur Doucet. Et il lui dit, comment Monseigneur Atakpa peut écrire une lettre pareille? Un français impossible d'abord. Et puis que Monseigneur a signé ça. Dialore dit oui, que c'est Monseigneur qui l'a fait. Et puis l'huissier de Dialore était là, je ne donne pas son nom, qui disait aussi que oui, c'est Monseigneur Atakpa qui l'a fait. De toutes les façons, sur le champ, et le président a réclamé les clés de la maison et me les a remises. Alors, pour ce geste, j'ai voulu aller remercier à Pia. Le jour où je suis allé avec mon vicaire général, il était très content de moi. C'est le premier geste qu'il a fait. Il m'invite à sa table, nous avons bien mangé. J'étais à la place d'honneur. Après le repas, on passe au salon pour prendre un peu de dessert. Et voilà, il déclare, mes chers amis, Monseigneur Padron a demandé que je l'accompagne à la toilette. Enfin, vous nous excusez pendant un certain temps. Ok. Alors je le suis. Il ouvre une porte. Je m'assois et un tiroir. Et il me remet 2 liasses de 2 millions. Je dis voilà, Monseigneur, j'étais offensé. Mais vraiment, tu me le pardonnes. Tiens ça. J'ai mis ça en poche. Puis j'ai dit, mais, Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure devant les ministres que vous m'emmeniez à la toilette. Mais si il n'y a pas la toilette, ils m'ont dit que... Il dit non, quand je vais le dire, et il ouvre une porte. Et je m'en vais là-bas. Je n'avais aucun besoin d'aller à la toilette. Alors,
J'ai tiré sur la chasse d'eau. Tout le monde a entendu. En fait, et puis ils me sont retournés là-bas. Voilà. Il dit, voilà, mon seigneur est revenu. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Je vous offre racine. Après, dégourdi, dégagé, heureux. C'est le premier geste qu'il m'a fait. D'autres gestes sont encore plus profonds. Je peux vous dire que je m'entendais très bien avec lui. Et son fils, j'ai eu le même sentiment envers lui. Mais s'il fait mal, je lui dis, ce que tu fais n'est pas bon. Tout simplement. Monseigneur, Oui. archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Kokodjo, nous arrivons presque à la fin de notre entretien avec vous. Un message pour le peuple togolais, pour ses dirigeants. Vous en avez un résumé. Qu'est-ce que le peuple togolais veut? Le peuple togolais veut une vraie démocratie avec alternance démocratique. C'est là le vœu du cœur de tous les Togolais, des évêques, des gens sensés et de tout le peuple. Nous voulons seulement l'alternance démocratique normale. Et je demande que ce Parlement que l'on vient de nommer maintenant, s'ils sont nommés, ils n'ont pas été élus par le peuple. On a vu quand même Ils sont nommés. un scrutin se dérouler. Ils sont nommés. Généralement, les députés sont élus pour le Parlement. Ces députés nommés dépendent nécessairement de celui qui les a nommés. La preuve, on leur a demandé de faire comment vous appelez, règlement intérieur. Ils ont fait un règlement intérieur qui a été envoyé à la Cour constitutionnelle, qui leur a répondu, votre règlement intérieur est anticonstitutionnel, et a refusé. Voilà un petit geste qui est très et qui en dit long. Ceux-là qui vont maintenant représenter le peuple pour faire les nouvelles réformes institutionnelles et constitutionnelles. Quelle objectivité ont-ils? C'est pourquoi, dans mon message, je suis déjà intervenu pour les mettre en garde. J'ai dit, pour ce qui est de l'alternance que tout le peuple togolais veut, qui ne touche pas à l'article 59 de la Constitution. Elle n'y est plus d'ailleurs. Si elle n'y est pas, qu'on revienne là-dessus. Parce que cette Constitution a été laborieusement élaborée par des types compétents. Ensuite, cette Constitution est la clé de voûte de la démocratie à la togolaise. Chaque pays a une démocratie avec quelques variantes. Ceci, à la togolaise, c'est ça. Et je souhaite que cet article 59, quelle la bénédiction, je le dis bien, je l'ai béni au nom de Dieu. Parce que j'ai dit, c'est ça qui va libérer le peuple togolais de la servitude, de la dictature. Par conséquent, qu'on la remette telle qu'elle, intégralement, et que cette députée prétendue représenter le peuple alors qu'ils ne le sont pas, ne touche pas. C'est ce que moi j'ai demandé, et je maintiens à cela, et c'est ça qui nous apportera désormais la paix. Et l'unité nationale? L'unité nationale. Oh, mon cher ami, l'unité nationale, mais elle est en danger. Et un danger que les gens ne veulent pas voir ni regarder de près. On chuchote cela secrètement. Écoutez, moi je suis vieillard. Et un proverbe africain dit qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Je vois que l'unité nationale est menacée. Un jour, c'est un prêtre français,
très intelligente qui me dit, mais monseigneur, dans votre hymne national, vous dites que le Togo est l'or de l'humanité. Or de l'humanité. Mais quand je parcours Lomé avec des ordures, des tas d'ordures, je parcours les villes du Togo avec des tas d'ordures. Au lieu de or du Togo, ordures. Hey! Mais alors, je me suis aperçu d'une chose, que vraiment, le Togo est en train de se préparer pour être vraiment l'or de l'humanité. En quoi? Mais le Togo est un pays à part. On ne sait pas ce qui le maintient. Il a en lui tous les ingrédients qu'il faut pour une guerre civile. Mais comme par enchantement, les Togolais avancent dans la paix, apparemment. Mais ils ont tout ce qu'il faut. Tous les ingrédients, ils sont déjà pour la guerre civile. Une grâce de Dieu. Alors, en moi, et je l'ai dit dans mon message, que ce qui s'est passé la dernière fois, lors des élections, mais nous avons frôlé la guerre civile. Certains la voulaient, mais avec Dieu, avec notre Dame des 7 couleurs que nous invoquons, on a évité de justesse. Mais pourquoi parler de la guerre civile et des menaces de l'unité nationale? Vous n'ignorez pas la situation de notre armée. Une armée tribale, une armée clanique, une armée avec une prédominance ethnique excessive qui fait que depuis les officiers jusqu'au dernier peloton là, ils sont accrochés à une personne, à une famille, contre toute une population, contre toute une nation. C'est ça que vous appelez armée républicaine. Et chaque année, je descends dans les détails. Quand il y a les Évalas, le chef d'État se rend dans les Évalas. Et les jeunes qui ont triomphé, qui ont battu leurs compagnons, c'est eux qu'on recrute automatiquement pour cette armée-là. Attends, non. Vous avez les preuves de ce que vous avancez. J'ai les preuves que j'avance. La majorité, quand on dit recrutement, oh, c'est même un des classiques du gouvernement qui me l'a dit. Vous proposez quoi dans ce sens? Non, attends. Que l'ethnie des Kabyles est une ethnie qui a volontairement choisi pour l'armée. Que c'est de volontaire. Et que les autres ethnies, surtout les aînés ou mineurs, disent à Févi, mettre ton agneau. Et que c'est volontairement que les autres ont renoncé à l'armée. Et qu'il fallait toujours continuer à prendre les volontaires là-bas. Écoutez, cette histoire-là, il faut l'arrêter. Et j'ai appris qu'il y a une refondation organisée par le chef de l'État pour l'armée. Et bien que cette refondation agisse efficacement, ait lieu efficacement, pour que le service militaire ne soit pas seulement un secteur de la défense nationale réservé à une ethnie ou à un camp. Et qu'on ne s'amuse pas surtout à dire, bon, désormais, on prendra de chaque ethnie 10. Ça ne résout pas le problème. Il faut la proportionnalité. Il y a des ethnies qui ont 800 000 personnes,
qui ont 500 000, eh bien, qu'on prenne autant, proportionnellement, ceux qui sont très nombreux et qui entrent dans ce service important d'une nation, de l'État. Et qu'une ethnie de 20 000 personnes reçoivent en proportion ce qu'il faut pour que vraiment une proportionnalité permette au pays de se sentir en sécurité. Voilà un peu cette réponse que je vous donne. Ensuite, dans les postes officiels, administration du Togo, mais ouvrez un peu les yeux. Vous avez les mêmes ethnies qui occupent les postes clés. Les autres, pour pouvoir avancer, font plat ventre pour avoir quelques miettes de poste. Alors que les compétences, les valeurs humaines se trouvent à ce niveau-là. Donc, je souhaite que il y ait vraiment une refonte proportionnelle, raisonnable, pour que le Togo puisse retrouver son unité. Parce que, sans quoi, la raison du plus fort étant la meilleure, nous n'avancerons pas. Vous m'excusez. Je suis un vieux. Et puis, je n'entends pas, moi, fermer les yeux sur notre plaie purulente. Et pour aller chez le bon Dieu qui me demandera, qu'as-tu fait du troupeau que j'étais confié pour qu'il y ait cet désordre-là? Non. Je serai comme le bistouri, cautérisé, taillé, pour que la plaie vive, trouve le médicament qu'il faut pour que nous puissions vivre heureux. Voilà. Vivre heureux, merci à vous, Monseigneur. Je rappelle que nous étions donc en entretien exclusif avec Monseigneur Philippe Fanokopodjo, archevêque émérite de Lomé. Merci une fois encore à vous, Monseigneur. C'est donc la fin d'Actu Débat, spécial Actu Débat sur Métropolis Lomé, la 97.1. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1. Merci à Rapid Débat pour l'assistance technique. Merci à tous ceux qui ont voulu bien nous assister dans cette émission. Et une fois encore, merci à vous. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une grâce. Et au micro, Eli Pingoka, donc c'est moi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.